Limengue, beaucoup de sang, une fois de plus au niveau de la route. Au Cameroun, 16 personnes restées sur le carreau, une quarantaine de blessés. Vous avez la compassion du couple présidentiel. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, essaie d'être clair. Il faudrait que nous soyons de plus en plus lucides au niveau justement du volant. Votre réaction? Alors, je crois que comme tout être humain, nous sommes affectés par ces disparitions soudaines. On parle quand même de 16 vies arrachées au petit matin. Tout à fait. Et plus d'une quarantaine de personnes fauchées en termes de blessés, alors que toute cette délégation se rendait elle-même aux obsèques quelque part. C'est beaucoup de difficultés. En tant qu'humain, c'est difficile à intégrer tout cela. Il y a même une famille, paraît-il, qui a perdu 7 personnes. Donc, c'est des condoléances qui en ont plus... c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une famille qui perd du coup 7 personnes. C'est difficile à intégrer, c'est difficile à administrer. Ça, c'est indigeste à la limite. Alors, il y a des condoléances qui vont donc continuer. Et comme d'habitude, on a toujours eu à produire des condoléances quand des gens sont accidentés et perdent des vies. Il y a même des sanctions. On a vu le ministre des Transports annoncer des sanctions depuis hier à l'endroit du chauffeur, à l'endroit de la compagnie de transport qui est impliquée dans l'accident. C'est vrai. Le chauffeur, lui, il est mort. Oui, il est mort, il est décédé, mais dans le communiqué du ministre, on a vu, il est revenu là-dessus, sur certaines sanctions particulières. Retrait de son permis. Retrait de son permis et puis retrait de la licence de la compagnie de transport qui est impliquée. Nous venons de voir à travers ce reportage les recommandations du ministre de l'administration territoriale quant à demander à la préfectorale de prendre les dispositions dorénavant. Tout cela est bien beau, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut bien regarder au-delà parce que je crois que quand des situations comme celle-ci arrivent, on doit sortir de nos chapelets politiques. Parce que nous avons tous une responsabilité, c'est d'accompagner l'État. L'État, c'est nous-mêmes. D'accompagner l'État dans ce qu'on peut estimer comme défaillance, comme limite. Parce qu'il faut comprendre que les accidents sur nos voies publiques, sur la route, ne sont pas seulement de la responsabilité des agents de voyage, des usagers, du chauffeur. Non, il faut bien regarder parce qu'il y a tout un service qu'on appelle la sécurité et la prévention routière. C'est tout un service qui est garni de moyens, qui baigne dans la légalité, c'est-à-dire qui dispose des moyens de droit pour intervenir et qui est diligenté par 2 institutions, le ministère des Transports et la Gendarmerie nationale, pour ne prendre que les 2 là, qui disposent des moyens de droit, qui disposent des moyens humains et des moyens matériels. On parle de la prévention routière. Ça veut dire la prévisibilité. Comment est-ce que les accidents ne peuvent pas avoir lieu? Bien, quand ils ont lieu, il faut réduire leur impact ou bien leur capacité, leur dangerosité, si je peux dire comme ça. Il faut limiter l'impact. C'est ça la prévention routière. Elle existe. Et nous avons bien vu que depuis 2011, il y a tout un programme que le gouvernement a mis en place. Ce programme est coordonné par le ministère des Transports et la Gendarmerie nationale. Le programme a été intitulé Contrôle, surveillance et répression. Le programme est adossé sur le programme des Nations Unies depuis la décennie 2011-2020. Et l'État a mis énormément de moyens alloués au ministère des Transports et à la Gendarmerie nationale pour que la prévention routière soit vécue, pour limiter le nombre d'accidents sur nos axes routiers. On peut donc se poser la question aujourd'hui, est-ce que cette prévention routière qui surfe sur le contrôle, la surveillance et la répression, est-ce que ce cadre-là est encore suffisant au regard de tout ce que nous constatons aujourd'hui dans nos axes routiers? Je vais loin. Regardons ce qui s'est passé en Dikenimeki. On parle d'une cargaison, d'un camion qui est garé au bord de la route.
Ça ne fait pas 2 heures. On dit depuis plusieurs jours, ce camion est garé là. Il est en panne. Il y a une cargaison dangereuse. Vous voyez, cargaison de bois. Et nous connaissons bien l'étroitesse de nos routes. C'est du 3,5 fois 2. C'est-à-dire 3 mètres et demi d'un côté, 3 mètres et demi de l'autre côté. Et puis des accotements de 2 mètres. Ce qui fait qu'il y a un problème. Alors, s'il y a prévention routière, je crois qu'il y a ce qu'on appelle, au niveau de la gendarmerie, les unités mobiles. Il y a les unités mobiles motorisées. Au niveau de la gendarmerie... Le camion aussi qu'on a cogné. Tout à fait. À quelle heure? C'était la nuit? Au petit matin, oui, dans la nuit. Oh, dans la nuit. Il existe donc ce qu'on appelle les unités routières motorisées au niveau de la gendarmerie nationale, qui sont compétentes en matière de surveillance. Qu'est-ce qu'on surveille donc exactement? Ces unités mobiles peuvent aller au-delà des simples barrières de contrôle comme nous constatons, pour faire ce qu'on appelle la patrouille motorisée. Alors si on constate qu'il y a un obstacle mortifère sur un axe routier, il revient à ces unités mobiles-là, dans leur mission de sécurisation de notre route, de signaler qu'attention, à tel ou tel endroit, il y a déjà un camion. Il revient même à l'État. C'est l'État qui a ce qu'on appelle la summa potestas, la toute puissance, qui dispose de tous les moyens. Que, attention, cette cargaison que nous avons laissée à tel ou tel endroit, il faut l'évacuer. Il y a les remorqueuses, il y a les grues mobiles. C'est l'État qui dispose de ces moyens. Lorsque l'État rentre vraiment dans la sécurisation des biens et des personnes, lorsque l'État voudrait vraiment, au fond, faire de la prévention de la sécurité routière, on va chuter. On est en train de chuter. Je vous dis que ce qu'on est en train de faire là, il ne faut pas qu'à chaque fois on vienne pleurer. Oui, on va toujours pleurer. Vous voyez qu'il y a des épaves de véhicules qu'on observe le long de la route. Parfois, c'est les billes de bois qui sont positionnés en route. C'est quasiment abandonné. Or, il y a la prévention et la sécurité routière qui sont opérationnelles. Le ministère des Transports et la gendarmerie nationale. Donc, je voudrais dire que, au regard des événements qui arrivent, quand on voit des drames comme ceci, il faut que l'État essaie de pousser ses responsabilités loin au niveau des missions de prévention et de sécurité routière. De ne plus se concentrer, de se figer sur les barrières et autres là. Il faut faire dans ces patrouilles-là, signaler les épaves, les évacuer pour dégager la voie publique afin de prévenir la prévention routière. Fatimatou Bangonan, s'il faut reconnaître que le ministre des Transports, M. Ngale Bibé, a un travail énorme au niveau justement de cette prévention routière. D'ailleurs, le MINAT l'a reconnu tout à l'heure dans notre reportage. Mais il faut aussi reconnaître, si nous nous en tenons à ce que Billy vient de relever là, qu'il y a encore beaucoup de défaillances au niveau de nos axes routiers. Monsieur Parfait, permettez-moi déjà d'adresser mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Vous savez, chaque fois qu'on a perdu un membre de sa famille, c'est lourd. Et lorsque nous voyons le bilan, moi j'ai vu les pinks là, ça veut dire il y a le deuil dans le deuil. Oui, on vous dit qu'il y avait un cercueil qui était au niveau de l'assaut du bus. Donc ceux qui allaient enterrer un mort, tout à fait. Ils ont accompagné le mort contre leur volonté. Et lorsque nous suivons les témoignages, il y a 3 facteurs qui ont poussé, qui ont été à la limite favorables à ces drames, à cette tragédie. Moi, je préfère le nommer comme ça. Parce que le chauffeur qui est déjà fatigué, il prend, mais qui a dit que le chauffeur qui prend la route la nuit. Il est mort, le chauffeur tel que c'est expliqué, l'accident s'est passé sur une ligne droite. Donc ça veut dire que si vous savez comment la conduite, c'est une seconde d'inattention. Tout à fait. Et quand vous êtes fatigué, le sommeil est plus que la drogue. Hein. Quand vous êtes fatigué, il s'impose à vous. Vous avez tendance à cligner les yeux. Il suffit de les fermer et vous l'ouvrez. Vous êtes de l'autre côté avec le grand barbu. Parce que sur la ligne droite, peut-être il se serait battu. Parce que quand vous voyez le choc, c'est comme si c'était frontal. Oui. Ça veut dire que ce monsieur dormait déjà. Il y a quelque chose dont il y a la nuit qui a peut-être, avec la visibilité, avec la fatigue, et ces camions. Ces camions, on dit oui, c'était bien signalé, c'était un accident. Non. Une semaine, c'est pas normal. Et nous, que vous avez l'habitude de voyager, vous constatez que ces genres de choses, ce type de véhicules, soi-disant en panne,
sont parfois très réguliers sur les axes et ça réduit carrément la voie et parfois même c'est au détour d'un tournant d'un virage que vous vous rendez compte qu'il y a un camion qui a été signalé certes mais c'est pénible. Bon, ce qui est fait. Vous dites le ministre fait ceci, le ministre des Transports a bien un travail. Oui, nous le voyons quand nous voyageons, surtout en journée. Vous vous rendez compte que les chauffeurs, quand ils passent, ils ont toujours la main dehors, ils font ça. Ou bien ils font des jeux de phare, l'autre fait pour dire ils sont là, ils sont pas là. Ou non. Ils ont l'impression qu'on leur demande de limiter la vitesse pour les autres. Or, c'est pour leur propre vie, c'est pour se protéger soi-même. Et davantage que lorsque vous prenez la route la nuit, forcément, il est très difficile que ces gens-là soient là. Parce que sur la route de l'Ouest que je fréquente régulièrement, c'est généralement à partir de vendredi que le contrôle est renforcé. Parce que c'est une zone c'est un axe qui est très fréquenté à partir de jeudi jusqu'à lundi. Donc quand les gens prennent la route jeudi soir, parce qu'on dit que ça s'est produit à 1h à Ndiki, dans l'arrondissement de la nuit, 1h du matin, vous comprenez que forcément ils étaient seuls face à leur destin. Et malheureusement, la mort était au rendez-vous. Il est important déjà de signaler que les chauffeurs doivent comprendre que quand on leur demande de limiter la vitesse, quand on leur demande de se reposer suffisamment avant de prendre la route, ce n'est pas forcément pour les passagers, c'est pour vous-même. Parce que les chauffeurs ont souvent l'habitude de penser que comme ils sont très vigilants, de leur côté, ils vont peut-être se blesser, ils ne vont pas... S'il te plaît, toi qui es de ce côté-là, dis-moi un peu, Yaoundé, ils partaient où? Ils allaient à Bafoussam? Ils allaient à l'ouest. À l'ouest. À l'ouest. Ça arrive à Bafoussam, n'est-ce pas? Bien sûr. Yaoundé, Bafoussam, c'est combien de kilomètres? C'est environ 391 km, mais... Et presque 400 km. Presque 400 km. Okay. Et la route est très bien. C'est une très bonne route. Ça, il faut le dire. C'est une très bonne route. Nous étions de disance que les chauffeurs doivent intégrer que lorsqu'on leur demande de limiter la vitesse... Vous êtes en train de dire là, c'est une très bonne route, c'est une très bonne route. C'est une autoroute. Il y a les autoroutes au Cameroun. Fatima, tu réponds. Je peux continuer? Oui. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est ce genre de route. Dit que c'est une route en bon état. Mais elle est petite. Ça veut dire que la chaussée, il n'y a pas les trous. Au niveau des standards internationaux, ça, ce sont des routes du 18e siècle. Yaoundé, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment les routes du 18e allez du côté, allez à Malabo, allez en Guinée équatoriale. Vous allez voir ce qu'on appelle les très bonnes routes. C'est-à-dire, habituellement, ce sont d'abord des autoroutes. C'est-à-dire que c'est difficile pour que les voitures se croisent. Et là, ça limite effectivement des accidents. Je te vois venir. Justement, il y a une autoroute qui s'est arrêtée à Boumiébel. Il a peut-être. Parce que quand on me dit que Yaoundé Bafoussam, c'est une très bonne route. C'est une très bonne route. Moi, j'ai un souci. Monsieur Parfait, vous avez peut-être raison, parce que si le Cameroun avait la taille de Yaoundé et de Douala, peut-être on concentrerait toutes les ressources pétrolières à arranger les routes. Voilà votre manière de vous défendre, Fatimatou. Est-ce que je me défends? C'est-à-dire que la Guinée équatoriale qui a des très bonnes routes, et vous êtes en train de dire que c'est un petit pays. C'est parce que c'est un petit pays au niveau de la superficie. Parce que là-bas, dans un petit pays, et la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui a des très bonnes routes, c'est également la capacité de Yaoundé Douala. Je comprends que Parfait soit déçu. Le Nigeria qui a des très bonnes routes, c'est également la capacité de Yaoundé Douala. Ils ont plus de pétrole. Je comprends que Parfait soit déçu, qu'il n'ait pas matière à accuser l'État pour le cas d'espèce. Comment ça? Je voudrais déjà également saluer l'action publique en la matière qui a bien voulu prendre en charge les blessés. Tout à l'heure, j'ai entendu, n'y a-t-il pas l'assurance? Forcément, l'assurance de ces Mangwa Boy va entrer en jeu. Mais en attendant, on laisse des gens mourir. Je dis non. Donc nous pensons qu'au-delà de l'action de l'État, au-delà, on disait la route ne tue pas, c'est nous qui tuons. Je crois que c'est Mbala Rogers. Donc les chauffeurs doivent intégrer que pour se protéger eux-mêmes, ils doivent se reposer suffisamment avant de prendre la route. Ils doivent également veiller à respecter la limitation de vitesse. Ça leur permet d'arriver à temps, peut-être avec un léger retard,
peut-être 30 minutes de retard, mais ils vont arriver à temps. Donc, plus vivement prendre rétablissement à tous ces blessés. Et d'autres vont interroger le côté anthropologique ou bien le côté... parce qu'on vous dit, il y a un cercueil qui était dans la soute. Vous avez un problème à ça? D'autres peuvent évoquer ces volets-là qui... Pourquoi c'est un camion, un car de transport en commun qui transporte les cercueils? Il n'y a pas les corbillards. Merci Abel. C'est votre question. Professeur Wanangini. Courez de manière à obtenir le plus. Je vois que nous avons plusieurs modérateurs sur le plateau. Professeur Wanangini, nos axes routiers, pour revenir à l'expression de Fadimatou qui parle de très bonnes routes, on peut parler de très bonnes routes alors qu'il n'y a pas de lampadaires? Oh, est-ce qu'il y a les lampadaires sur toutes les routes, même dans les pays développés? Ah, comparaison et raison. Non, il n'y a pas toujours. Même sur les autoroutes, dans les pays développés, il n'y a pas toujours de lampadaires, pas nécessairement. Mais chez nous, c'est presque systématique. Hein? Oui, mais chacun joue. Vous connaissez un axe routier au Cameroun où nous trouvons des lampadaires? Chacun joue son niveau. Non, professeur, est-ce que nous pouvons avoir une route au Cameroun, c'est-à-dire que Douala, Yaoundé, Bafoussam, où l'on peut trouver des lampadaires? Professeur, je peux dire, j'ai eu à voyager la nuit pendant la campagne, j'allais à l'ouest justement. Je peux vous dire, même si ce n'est pas partout, c'est quand même, les voies sont parfois éclairées. À quel niveau? Lorsque vous prenez à partir de Tonga par exemple, jusqu'à Bafoussam, passant par Banjoun, c'est éclairé. Et j'oubliais même parfois d'aller... On va vérifier ça tout à l'heure. Yaoundé est éclairé. Yaoundé est éclairé. Je dis, même si ce n'est pas Yaoundé est éclairé, Yaoundé semble éclairé. Vous parlez de Douala, de Yaoundé, Bafoussam. Je comprends votre déception, mais comprenez aussi que parfois c'est bien fait et accepté. Vous demandez qu'on félicite Samuel Eto'o pour le truc. C'est Samuel Eto'o qui doit éclairer nos routes. Non, vous demandiez tantôt qu'on félicite Samuel Eto'o pour son travail bien fait. Donc lorsque c'est aussi bien fait, comprenez que c'est aussi bien fait. De ce côté-là, voyagez aussi la nuit et revenez faire dire. Professeur, vous avez la parole. Oui, posez la question. La question est celle de savoir, est-ce que l'on peut parler de bonnes routes alors qu'elles ne sont pas éclairées? Est-ce qu'on peut parler de bonnes routes alors qu'en réalité elles sont trop étroites? Moi j'ai pris l'axe il y a un mois, Yaoundé, Bertois. Du côté d'Abomban, c'est tout simplement catastrophique. Et si vous allez même du côté du nord, il paraît que c'est la magie. Non, bon. Est-ce qu'à un moment donné, cet état de route ne contribue pas également à ce qu'il y ait des accidents de la circulation? À l'ouest, c'est ça. Bon, vous mélangez plusieurs choses. Vous mélangez l'existence des routes, la qualité des routes, la sécurité sur les routes. Ce sont évidemment des choses qui sont interreliées, bien sûr. Mais ce sont des choses qui sont différentes. Ça veut dire par exemple qu'on peut avoir une route qui a une bonne qualité, s'il s'agit par exemple du revêtement, une très très bonne qualité si en plus du revêtement, par exemple, vous avez l'éclairage. Nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas ça qui va nécessairement éviter l'accident. Parce que l'accident peut venir de la qualité des véhicules. Si les véhicules ne sont pas bien entretenus. Tout à fait. L'accident peut venir aussi de l'incivisme, c'est-à-dire les comportements des chauffeurs et même des passagers. Donc c'est plusieurs choses reliées en même temps. Bon, pour ce qui concerne les accidents sur les routes qui vont en direction de l'ouest, l'élément anthropologique est à prendre en considération. Parce que si les gens vont à ce moment, c'est parce qu'ils ont des transactions sociales à aller faire au village avant de revenir et ils souhaitent arriver vite le matin pour pouvoir les commencer et être à temps dans ce qu'ils ont à faire. Ça peut donc induire une pression sur les chauffeurs pour que les chauffeurs arrivent généralement au début de la matinée, c'est-à-dire par exemple entre 6h et 7h30. Donc ça peut être un facteur qui alimente les accidents. Donc il y a plusieurs choses. Il faut faire des enquêtes précises pour comprendre pourquoi... Non, vraiment, parlons en français fractionnaire, professeur. J'ai parlé en français difficile. Attends d'abord, professeur. Il faut même parler quel type de français pour se faire. Non, parlons ici. Malheureusement, ce n'est pas une émission à Néondo. Voici comment nous allons parler. Voilà. Les voyages
de nuit. Oui. Là, les gens comprennent un peu plus facilement, vous voyez un peu. Et là, je pose donc la question, vous êtes facteur anthropologique, on ne comprend pas grand-chose. Mais ça veut dire que la culture est un élément qui, si vous voulez que je vous dise concrètement, dans les cultures du Grassfield, il y a des transactions à aller faire pour vénérer les ancêtres. Donc, les gens quittent les lieux où ils vivent en permanence pour rentrer au village, faire ses ancêtres, parce qu'il y a des rites à faire. Il faut donc qu'ils arrivent à temps. Si nous voyageons en journée, nous n'allons pas vénérer les ancêtres. Mais ça dépend maintenant des occupations qu'ils ont là où ils vivent. Parce que c'est un phénomène ça côté de l'Ouest, les gens voyagent habituellement la nuit. Oui, mais il y a un risque d'accident. Mais c'est pour ça, ils voyagent la nuit pour arriver tôt le matin et avoir le temps nécessaire de faire leur rituel. Est-ce que c'est une explication qui peut être convaincante? Mais ce n'est pas convaincant. Mais ce sont les faits. Attends, si je pars à Bafoussam, oui, je prends la route à 7 heures. Bon, vous allez à Bafoussam, vous avez quoi à faire là-bas en termes? Non, je reste dans votre affaire de vénérer les ancêtres. Oui. Je prends la route à 7 heures du matin, j'arrive peut-être à 14 heures, il n'y aura pas un moment... Mais ce sont des choses qu'on fait en début de matinée. Mais tu ne peux pas dormir et le faire le lendemain? Dormir. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont occupés au moins jusqu'à vendredi ou jeudi. Et là, nous préférons... Donc, ils ont le week-end. Donc, il faut qu'ils aillent vite. Est-ce qu'ils sont les seuls à vénérer les ancêtres? Du côté du sud, on ne vénère pas les ancêtres? Du côté du littoral, on ne vénère pas les ancêtres? On ne les vénère pas la même manière. Donc, chez eux, ça n'a pas la même charge, parce que les religions nouvelles, entre guillemets, les religions coloniales ont eu beaucoup plus d'impact dans ces foyers régionaux. Bernard Orona, Oui. Comment expliquer les accidents de la circulation au niveau de nos routes au Cameroun? Parfois, ici, je vais vous surprendre. Quand je vais terminer, vous allez bien comprendre l'accident qui s'est produit à Motale, petit matin de vendredi. C'est une Anomalie. Anomalie, oui, c'est une histoire assez rocambolesque. Mais je vais d'abord apporter quelques précisions en tant que journaliste. L'accident a eu lieu à 5 h du matin. À 5 h du matin, et le camion qui transportait les planches est tombé en panne à 1 h du matin. Donc le camion n'était pas là des jours à l'avance. Donc le camion est tombé en panne, c'est le moteur boy du camion qui parlait à la télé en pidgin. Il disait que ils ont eu une panne à 1 h du matin, le chauffeur a garé. Lui, il allait se coucher sur les planches au-dessus du camion, et il a seulement suivi un grand bruit. Ça veut dire que le chauffeur du bus carrément dormait, et il est entré en plein. Il est entré en plein dans le camion qui était stationné, qui était d'ailleurs très bien stationné. Je veux juste comprendre. Oui. Est-ce que le chauffeur du camion a fait les balises nécessaires? Oui, effectivement, c'est bien précisé. Le camion de planche a pris tout le temps à 1 h du matin de signaler que ils sont en panne. Ils ont fait ça à des longues distances, à une longue distance, pour que les voitures qui viennent... En fait, le chauffeur du bus dormait. Il dormait carrément. Donc, deuxième chose, comment il s'appelle? C'est la question des cadences, monsieur Owen. Oui. Parce que souvent, c'est les cadences même qu'on donne aux chauffeurs dans les compagnies Nous sommes d'accord. Des sources et des accidents. Maintenant, donc, revenons à la compagnie de transport. Cette compagnie n'existe pas. Cette compagnie n'existe pas. On a dit qu'elle était basée au quartier Carrière. Et puis après, au quartier Billet-Massi. On a cherché, on n'a pas vu. Mais je suis quand même surpris que le ministre retire une licence d'une compagnie qui n'existe pas. Je suis également surpris que le ministre retire un permis à un chauffeur qui est mort sur le coup là. Donc c'est des choses quand même qui nous embarrassent et qui nous gênent. Est-ce que le permis qu'on a retiré, c'est celui du chauffeur? Vous retirez le permis de quelqu'un qui est déjà mort. Celui du camion. Le chauffeur du bus, on a retiré le permis du chauffeur du bus pour 1 an. On a retiré son permis et la compagnie est sanctionnée, je crois, on retire sa licence. Donc une compagnie qui n'existe pas. Parce qu'ils font dans le ramassage. La compagnie en question fait dans le ramassage. Et puis, quand ils finissent de faire dans le ramassage, les chauffeurs sont, j'allais dire, ils sont épuisés, ils ne peuvent pas travailler comme ça. Ils ne peuvent pas travailler comme ça. Et donc, le chauffeur dormait carrément et il est entré dans le camion. Ça, c'est les informations utiles pour nous tous. Maintenant, je vais vous raconter la vraie histoire de cet accident. Parce qu'il y a une vraie histoire dans cet accident.
L'accident, c'est que il y a un monsieur là, celui qui était dans le cercueil. Ouais. Il s'appelle Papa Docta. Papa Docta il était l'un des plus grands importateurs de médicaments de la rue. Donc c'était un monsieur de Bacham, suffisamment riche. Suffisamment riche. Papa Docta a donné des instructions à sa famille. Il leur a dit que s'il meurt, qu'on ne le mette pas à la morgue. Papa Docta est donc allé à un deuil il y a quelques jours. Il allait à un deuil. Vous allez voir qu'il y a une série, la loi de série. C'est-à-dire que Papa Docta lui-même, il allait à un deuil au carrefour ancien riche, Sévéré Lumden. Il a pris une moto, il a emprunté une moto, et arrivé vers le deuil, il a fait l'accident, il est mort. Papa Docta est donc mort. Ses enfants l'ont pris, l'ont amené à la morgue. En transgressant ces Dernière volonté. recommandations. Donc, lorsque on l'amène à la morgue, il y a un programme. L'anthropologie entre donc en scène là. Il y a donc un programme des obsèques qui est établi, arrêté par la veuve, les enfants et la famille. Ce programme est validé. La levée a lieu jeudi de la semaine. Jeudi de cette semaine. La levée a donc lieu jeudi. La veuve, les enfants et les proches, parce que pour bien comprendre, les 16 personnes qui sont mortes sont pratiquement d'une même famille. C'est-à-dire que la veuve, les enfants, etc. de Papa Docta. Donc Papa Docta a dit qu'on ne l'amène pas à la morgue. Et madame et les enfants ont amené Papa Docta à la morgue. Ils ont fait un programme d'obsèques. Papa Docta a beaucoup d'argent. Je dis qu'il était un gros importateur de médicaments de la rue. Il a dit un grand bandit. Non, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas s'il était un grand bandit. Abel, permettez d'abord à... Il y a une activité sur Cameroun. Une activité sur Cameroun. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'histoire qui est rappelée. Allons-y, Bernard. Dès lors que la levée a eu lieu, la famille s'est organisée. La famille a pris le cadavre de Papa Docta. Mais ils ont mis ça dans la soute. Eux-mêmes se sont assis au-dessus de Papa Docta. Ils ont donc pris la route. Et quand ils arrivent au lieu de l'accident, c'est la catastrophe. Quand l'accident a donc déjà eu lieu, parce que c'est le meilleur est à venir, le sous-préfet de Ndikilme qui arrive, on ouvre le cercueil, on trouve que Papa Docta n'a pas le cœur. On a ouvert on avait ouvert préalablement. Incroyable. Oui, Papa Docta, on a enlevé le cœur. Donc c'est là où le sous-préfet appelle le chef supérieur Bacham pour lui dire que nous avons une situation ici. Est-ce que... Bref, si je vous relate cela, c'est parce que c'est des faits qui peuvent vous faire comprendre que cet accident était inévitable. Peut-être que les circonstances ont permis seulement qu'un vieux camion vienne tomber en panne là pour qu'il y ait un obstacle qui allait déclencher toute la série de tout ce qu'on va trouver. Voilà. Donc, on trouve vous remarquez que c'est un grand bandit. Pour me résumer, on trouve que il faut respecter les morts. On n'a pas respecté. Il faut respecter les morts. On a déjà opéré, on a enlevé les organes. Oui. Donc, que tout ça dans un même événement. Papa Docta a dit à sa famille de ne pas le mener à la mort. La famille a transgressé. Et donc, voilà le problème qui se pose. Et il fallait me laisser conclure parce que je voulais dire parfois, quand vous avez un cas comme ça, il faut toujours considérer également, comme on parlait d'anthropologie là, qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas acceptables, parfait. Pourquoi est-ce que vous devez absolument voyager avec un cercueil dans la soute alors que vous pouvez prendre d'autres dispositions, notamment un corbillard, surtout quand la famille a les moyens. Est-ce que c'est légal de transporter un cadavre dans un cercueil, dans un cas de transport? Donc, tout cela, ça pose des questions. Et donc, du coup... Peut-être c'est ce que le professeur appelle des questions anthropologiques. Oui, c'est ce que... Madame Fadima a évoqué ça. On ne peut pas prendre un cadavre, on met dans un cercueil, on met dans une voiture, un cas de transport en commun. Un cas de transport en commun. Les gens sont assis là. Et le cadavre s'est fâché. Il y a des éléments nouveaux ajoutés à cette problématique ce matin, les éléments venant de Bernard Owona, Abel Elimbi Lobé, l'aspect mystique dans le cadre de l'accident de Noumali. Le petit scientifique que je suis, je mets d'abord un peu ça
à côté la mystique. Mais je mets en place un ensemble de choses et j'espère que vous allez me laisser aller au bout de ma pensée parce que je suis très amer. Vous savez, mon beau-frère, le grand frère de mon épouse est décédé de la même manière. Il allait à l'ouest, cas de transport d'une compagnie irrégulière qui heurte la nuit un camion de brasserie qui était garé. Il décède sur le coup. Avant le décès de mon beau-frère dans ces conditions-là, lorsque Bello Bouba était ministre des Transports, il y a eu sur l'axe Yaoundé-Bafoussam un accident de même nature, 70 morts. Alors, Bello Bouba a pris la décision que les voyages passagers ne se fassent plus la nuit. Voilà. Il a été combattu Parce qu'il y a l'aspect anthropologique. sous le prétexte que les gens... Doivent aller vénérer les crânes. Bon, c'est toi qui dis. Non, c'est le professeur qui Mais a dit. ce que je dis, c'est que Je ne vais pas préciser. nous avons dans ce pays une culture de l'ingouvernabilité. Les gens n'acceptent pas qu'on les gouverne. Les gens pensent que toutes les dispositions que l'État prend sont contre leur prospérité économique. Quitte à ce que Il y a des leurs morts. comportements soient des comportements mortifères, dangereux pour la collectivité. Les gens n'écoutent pas, ils n'acceptent pas. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que le gouvernement a des missions de sécurité publique et que ces missions sont au-dessus des considérations de culture, d'intérêt particulier. Et de vénérer C'est-à-dire l'ancien. qu'on aurait dû, Fadimatou, on aurait dû jamais empêcher l'excision. N'est-ce pas? Parce que c'était les coutumes des gens. Mais l'excision tuait. Et la science nous a permis de le savoir. Nous savons que les accidents les plus mortifères au Cameroun, se déroulent la nuit. Oui. Tout le monde le sait. Peut-être faudrait-il commander une nouvelle étude pour voir le nombre de morts qui sont réalisés dans des accidents de nuit et les comparer au nombre de morts qu'on a dans des accidents de jour. Pour voir que circuler la nuit est un comportement dangereux. Faire circuler les citoyens la nuit est un comportement dangereux. On l'a dit, Fadimatou l'a dit, et l'autre, on a le frère de l'autre, a aussi dit la même chose, que le chauffeur dormait. Il dormait parce que la nuit est faite pour dormir. Tout à fait. Mais ici au Cameroun, les travailleurs, ceux qui se sont autoproclamés dynamiques, ont organisé une vie qui transgresse toutes les règles de bon sens. Et on parle de la cadence. C'est quoi ça, la cadence? C'est-à-dire que les chercheurs d'argent décident que les chauffeurs ne doivent pas se reposer. Personne ne normalise. Personne ne dit combien de voyages un chauffeur peut faire par jour. N'est-ce pas? Tout simplement parce que nous avons un mauvais gouvernement. Fadima Toussé, là, j'entends dire que oui, le ministre fait ceci. Le ministre est là pour définir une politique qui doit nous donner de la sécurité en route. Et l'élément surexploitation des chauffeurs est en train de montrer que c'est un facteur déterminant de ces accidents. La surexploitation. Est-ce que nous devons laisser que des compagnies au demeurant illégales créent des conditions d'une surexploitation des chauffeurs qu'ils utilisent?
J'ajoute autre chose. Pour terminer. On laisse créer des compagnies de transport à l'emporte-pièce. Mais une compagnie de transport, ce n'est pas seulement les bus. Ça doit être un ensemble de choses. Parce que cette compagnie-là impacte sur la sécurité des gens. On fait aujourd'hui comme si une compagnie, dès que je me lève, j'achète les bus. Personne ne contrôle si c'est des bus adaptés de par leur âge, de par leur état de fonctionnement. Personne ne regarde si la compagnie que j'ai créée a tout le nécessaire pour fonctionner en assurant la sécurité des gens. Les compagnies se créent, elles n'ont pas de système de maintenance systématique. Elles n'ont pas d'atelier, elles n'ont pas d'entrepôt où les cas peuvent être remis en état régulièrement. La corruption est dans les, comment on appelle ça, les centres de visite technique, délivrent à des tacos des certificats de très bon état pour être conduits ensuite par des chauffeurs complètement débiles et malades qui n'ont pas dormi des jours durant. Tout ça pour transgresser l'anthropologie avec le transport des corps, des corbillards, etc. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays complètement désorganisé. Et Fadima tout dit que oui, la route était bonne. Très bonne. On est incapable, Fadima, tout de faire en sorte que nos compatriotes ne circulent plus la nuit sur 400 km. Vous voulez aller faire vos rites. Vous ne pouvez pas organiser vos vies pour partir le jour, rouler le jour, arriver le jour, faire vos rites la nuit, enterrer vos morts et revenir le jour pour vos sécurités. Voilà. C'est-à-dire qu'une culture obsolète, une culture à risque domine le gouvernement. Personne ne peut rien dire. Depuis que Bello Bouba a cherché à empêcher que les voitures de transport en commun ne roulent plus la rue, vous faites quoi? 70 personnes dans des bus qui roulent la nuit. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Dernièrement ici, sur la route nationale 5, Douala-Konsamba, même chose. On va continuer à être prisonnier des cultures qui se terminent par des corps qu'on a déjà ouverts. On a enlevé le cœur. On a vendu ça. N'est-ce pas? Il faut que les gens acceptent qu'on les gouverne. Et ce n'est pas parce que le gouvernement n'est pas constitué des gens de votre ethnie que vous n'allez pas obéir. Parce qu'on nous fait croire que c'est le jour où les gens d'une certaine ethnie seront au gouvernement que les gens vont écouter les ordres du gouvernement. On ne doit plus transporter les gens. Évitons les paroles qui peuvent avoir tendance au tribalisme. Beaucoup de gens sont déjà trop morts. Il faut qu'on revoie les conditions de création des entreprises de transport. Regardez ce qui se passe à Douala. Chacun se lève, il met 4 poteaux d'eucalyptus au bord de la route. Il a déjà créé l'entreprise de transport. Les bus sont des tontines. C'est-à-dire que je tontine avec le bus. J'achète mon bus, je viens, je mets. Toi aussi, tu achètes ton bus, tu viens, tu mets. L'autre achète son bus, il vient, il met. On met tous le nom d'une compagnie qui n'existe donc pas. Et puis, on gare en route. C'est sur le boulevard de la République qu'on transporte, on charge, on décharge. Tout simplement parce qu'il y a une communauté Bamoun qui vit là. Comme si le car ou bien la gare routière doit venir où les Bamoun vivent. On ne peut pas faire une gare routière où la compagnie vient avec ses bus, entre, manœuvre à l'intérieur pour respecter la liberté des autres citoyens et la qualité de vie dans la ville de Douala. Regardez ce qui se passe au boulevard Amadou Ahidjo. Regardez ce qui se passe au boulevard de la Liberté. Quoi? On installe des entreprises de transport devant l'hôtel Aqua Palace qui n'ont pas de parking, qui n'ont rien, où la voiture ne peut pas entrer, manœuvrer à l'intérieur. Si demain vous apprenez qu'on a tapé sur un bus en plein ville de Douala, vous allez vous étonner. On va revenir ici faire des émissions. La
cherchons à dérégler complètement ce pays, monsieur William. Merci. C'est extraordinaire. Merci. Je dois souffrir parce que j'ai été victime. J'ai perdu mon beau-frère dans ces accidents dont nous parlons aujourd'hui. Merci, c'est compris. Faisons un effort sans citer les noms des communautés. Monsieur, parfait. Oui, Juste Fadima, tu vraiment en une minute. en une minute, justement. Le malheur, c'est que lorsque M. Elimbi dit des choses pertinentes, on a l'impression qu'il est dans la stigmatisation. Loin s'en faut. Peut-être en me pointant que vous, les Bamoun, bon, malheureusement, je ne sais pas de quoi il parle, mais nous pensons que ce qu'il dénonce devrait être regardé avec beaucoup de sérieux parce que la création des compagnies de transport obéissent à une certaine façon de faire. Et si un bus qui charge pour l'Ouest se retrouve à Biémassi ou bien à Obili, dites-vous que c'est un transport clandestin parce que toutes les voitures qui vont à l'Ouest sont au Lembe. Oui. Donc, ce n'est pas parce que les gens sont... Il y a aussi beaucoup de bus à Biémassi. Justement, c'est pas parce Avec que les gens... la carrière, aussi carrière. Parce que même là au Billy, on vous dit souvent qu'il y a des gens, des cars qui peuvent voyager et généralement c'est toujours dans la nuit. La Donc, gare routière n'a pas à venir être installée derrière les maisons. Permettez, Si monsieur. le gouvernement a dit que la gare routière est à Olembe, comme tu dis là, il faut que tout le monde se permette. Permettez. Les lois existent parce que les hommes sont susceptibles de les violer. Donc c'est pour cette raison que nous estimons que vous faites des bonnes dénonciations. Je ne voudrais pas y accoler des tribus parce que ce qui se passe, ce n'est pas seulement une tribu qui voyage, c'est tout le monde qui prend peut-être ces cas, peut-être parce qu'ils sont pressés, parce que c'est proche de la maison, comme vous le dites, mais il est important que l'État régule pour que nous cessions de pleurer nos morts.